Imaginez que vous vivez dans un pays qui existe sous une forme continue depuis des centaines, non, depuis un millier d'années. Comment percevriez-vous les premiers fondateurs de votre pays? Auriez-vous une vision romantique de ces époques? Considéreriez-vous ces époques comme les bons vieux temps? Ou penseriez-vous à quel point ces époques devaient être sombres et à quel point vous êtes chanceux de vivre à une époque bien meilleure? Lorsque le pays dans lequel vous vivez est devenu bien meilleur qu'il ne l'était. C'est peut-être ce que ressentèrent les Romains de la fin, vivant dans un État qui existait depuis de nombreux siècles. Alors, comment les Romains de la fin voyaient-ils les premiers Romains? Un Romain qui vivait à Rome en l'an 450 après JC, regardait-il avec nostalgie l'époque de César ou d'Auguste? Ou aurait-il regardé avec mépris les pratiques cruelles des anciens Romains, se considérant lui-même comme vivant à une époque meilleure? Il devait être absolument fascinant de vivre dans un État qui prétendait avoir une existence continue depuis plus de 1000 ans. En l'an 450 de notre calendrier, l'ère commune, lorsque l'Empire romain d'Occident existait encore, vous auriez vécu en l'an 1203 du calendrier romain qui a commencé avec la fondation de la ville de Rome, donc en l'an 1203 ab urbe condita, comme diraient les Romains. Les Romains comptèrent leurs années à partir de cette date légendaire, qui remonte à l'année 753 Avesh JPAC. Donc en 450 après Jésus-Christ, vous auriez pensé vivre dans un État ayant une existence continue depuis plus d'un millénaire, car même les Romains de la fin continuaient à se référer à l'Empire romain comme à la République, comme si la République romaine existait toujours. Le terme SPQR, Senatus et Populus que Romanus, a été utilisé jusqu'à la toute fin de l'Empire romain d'Occident. Mais comment les Romains de la fin, donc les Romains qui vivaient à partir du début du IVe siècle après Jésus-Christ, voyaient-ils les premiers Romains, donc les Romains qui vivaient quelques centaines d'années avant eux? C'est une question intéressante que nous allons essayer de résoudre maintenant sur la base de certaines sources littéraires. Comme vous pouvez probablement déjà le deviner, la façon dont un Romain de 350, 450 ou même 550 après Jésus-Christ aurait vu les Romains de centaines d'années plus tôt dépendrait bien sûr fortement de s'il ou elle était chrétien ou païen. La vision du monde des chrétiens et des païens divergeait assez dramatiquement en moyenne, et donc naturellement, bien sûr, vous trouveriez donc également des opinions très différentes sur les premiers Romains. Cependant, certains Romains continueraient à être universellement acclamés par les chrétiens et les païens. Il s'agissait de figures légendaires telles que Jules César, Octavien Auguste ou Trajan. Surtout après la crise du IIIe siècle, il est devenu clair pour beaucoup de Romains que les temps n'étaient probablement plus aussi bons qu'ils l'avaient été des centaines d'années plus tôt, et donc surtout le Sénat romain continuerait à mettre ces figures sur un piédestal. Par exemple, l'expression Felicior Augusto, Melior Traiano, était une phrase utilisée par le Sénat de Rome bien après le IVe siècle après Jésus-Christ, probablement même jusqu'au 5e siècle dans l'Empire romain d'Occident. La dernière élévation d'un empereur romain d'Occident par le Sénat de Rome a eu lieu en 474 après Jésus-Christ, lorsque Julius Nepos a été confirmé comme impérator par le Sénat. Et il est tout à fait probable que la même phrase Felicior Augusto Miglior Traiano, soit plus heureux qu'Auguste et meilleur que Trajan, a été utilisée pour souhaiter à Nepos le meilleur des succès, qu'il puisse être un empereur aussi divinement favorisé qu'Auguste et meilleur que Trajan lui-même. Malheureusement, ces vœux n'ont pas fait de bien à Nepos. Et seulement 6 ans plus tard, Julius Nepos a été tué dans le palais de Dioclétien à Salona, mettant ainsi fin à la lignée des empereurs romains d'Occident. En dehors du Sénat, qui considérait des figures comme César Auguste et Trajan comme les dirigeants idéaux par excellence, dont les idéaux ne pouvaient être atteints que de manière lointaine par tout nouvel empereur, le culte impérial lui-même a perduré jusqu'au IVe siècle, jusqu'à ce que ces cultes soient de moins en moins favorisés par les empereurs chrétiens, plus tardifs et plus radicaux comme Théodose. Le culte impérial vénérait les empereurs comme des figures divines. À Rome, il y avait par exemple le temple du divin Jules César, Divus Julius, dans lequel Jules César était commémoré comme une figure divine qui avait apporté une grande gloire à la République romaine. De même, les autres membres de la dynastie de César, Auguste lui-même, jusqu'à Claude,
ont également été déifiés après leur mort et vénérés comme des dieux. Le culte impérial a survécu jusqu'à la fin du IVe siècle après Jésus-Christ. Et donc bien sûr, les anciens empereurs étaient souvent vus sous un jour très favorable, tant par les chrétiens que par les païens de la fin de l'Empire romain. Note intéressante, le dernier empereur à l'ouest qui a été déifié à sa mort, recevant ainsi officiellement le titre de Divu, était Libius Severus, qui est mort en 465 après Jésus-Christ, l'un des derniers empereurs de l'Empire romain occidental. À l'Est, l'empereur Anastase Ier a été le dernier empereur connu pour avoir été consacré Divus, donc comme un dieu, à sa mort en 518 après Jésus-Christ. Les anciens empereurs étaient donc bien vus sous un jour très positif par les Romains, de la fin en général, et bien sûr aussi par les empereurs eux-mêmes, qui s'efforçaient de devenir un second Trajan ou Auguste. Nous savons par exemple que l'empereur Julien s'efforçait d'être comme Marc Aurèle, un philosophe sur le trône, et il voyait Marc comme le dirigeant idéal, essayant d'imiter son style de gouvernance. En général, nous pouvons dire que les païens voyaient l'ancien temps très favorablement, car ils se considéraient comme vivant dans un empire en déclin, et ils aspiraient donc à vivre au bon vieux temps. Bonjour chers amis de l'histoire romaine tardive, c'est moi, Sébastien, le créateur et la personne derrière Majorianus. Je m'excuse pour cette brève interruption, mais je voulais vous demander votre aide pour soutenir Majorianus et pour soutenir la chaîne, afin que nous puissions garder Majorianus, une chaîne sur l'histoire romaine tardive. Comme vous le savez, l'algorithme de YouTube n'est souvent pas très gentil avec les sujets de niche tels que l'histoire romaine tardive. Et donc j'ai vraiment besoin de votre soutien pour garder Majorianus tel qu'il est, pour le garder une chaîne sur l'histoire romaine tardive, afin que nous puissions continuer à explorer cette ère la plus fascinante de l'Empire romain tardif, et afin que nous n'ayons pas à transformer Majorianus en une chaîne d'histoire grand public. Seulement quelques euros par mois de soutien peuvent vraiment faire toute la différence. Merci de considérer de me soutenir via Patreon ou via l'adhésion à YouTube. Je ne peux pas assez vous remercier. Je vous remercie du fond de mon cœur. Majorian lui-même serait fier. Merci, amis de l'histoire romaine tardive et retour à la vidéo. Végès, par exemple, un écrivain de la fin des années 300 et du début des années 400 après Jésus-Christ, dans son œuvre De Re Militari, dans laquelle il décrit en détail les unités et les tactiques de l'armée romaine tardive, aspirait au bon vieux temps des anciennes légions, trouvant les anciennes légions d'Auguste ou de Trajan supérieures aux légions romaines tardives. Il déplorait le manque de l'ancienne puissance de combat et le manque de discipline dans les légions tardives. Et je suis presque sûr qu'il aurait aimé vivre à l'époque de l'Empire précoce ou de la fin de la République. Car dans ses œuvres, il était très partial contre l'armée romaine tardive. Un parti pris injuste, comme je l'ai décrit dans des vidéos précédentes, où j'ai essayé de montrer que l'armée romaine tardive n'était en fait pas vraiment inférieure à l'armée romaine précoce. Quoi qu'il en soit, sa vision des premiers Romains était donc très favorable, et il se voyait vivre dans un empire en déclin de puissance militaire et de vertu. L'un des chroniqueurs les plus célèbres de l'histoire romaine tardive était Ammianus Marcellinus, un ami de l'empereur Julien lui-même, qui a voyagé et combattu avec Julien dans de nombreuses guerres. Plus tard dans sa vie, au début des années 380, après Jésus-Christ, Ammianus s'est rendu à Rome. Et là, il a été témoin et a déploré la décadence des riches sénateurs et aristocrates de la ville, qui organisaient souvent de grands banquets, étaient vêtus de robes de soie coûteuses, et affichaient leurs richesses de manière exagérée en public. Il idéalisait le bon vieux temps, de ses écrivains idéaux Cicéron ou Tacite, et comme beaucoup d'autres païens, se sentait en quelque sorte déplacé, comme s'il vivait à la mauvaise époque. Un autre païen romain tardif qui se sentait déplacé, regardant avec nostalgie le bon vieux temps, était Zosimos, un historien qui vivait à Constantinople pendant le règne de l'empereur Anastase Ier. Nous ne savons pas exactement quand il est né ou quand il est mort, mais il était actif de 490 à 510 après Jésus-Christ, donc à une époque où il n'y avait plus d'empereur romain d'Occident, et lorsque Théodoric, roi des Ostrogoths, régnait officiellement au nom d'Anastase, sur les territoires de l'ancien empire romain d'Occident. En tant que païen, il n'est pas surprenant qu'il ait été très critique envers les empereurs chrétiens et leur politique.
Il critiquait souvent Constantin et ses fils et Théodose pour leur politique anti-païenne, et regrettait le bon vieux temps où le polythéisme gréco-romain était la principale religion de l'Empire romain, et le christianisme n'était qu'une petite secte sans importance. En fait, beaucoup de païens voyaient le christianisme comme le principal coupable des malheurs qui étaient tombés sur le dernier empire romain. Ils voyaient cela comme une punition des anciens dieux pour s'être détournés d'eux. Damasius était du même avis. Il était l'un des derniers néoplatoniciens actifs, et il a vécu de 460 environ jusqu'à 540 environ. De lui, nous avons par exemple le récit fascinant selon lequel Anthemius, l'un des derniers empereurs romains occidentaux, était supposément un païen secret, et qu'il a tenté de raviver les anciennes traditions à Rome, allant même jusqu'à planifier secrètement la restauration de l'ancien temple de Jupiter sur le Capitole. Comme vous pouvez l'imaginer, Damas n'était pas très content de la situation actuelle des païens, surtout parce que l'empereur Justinien, qui régnait à cette époque, avait décidé de retirer les fonds de l'Académie néoplatonicienne d'Athènes en 529 après Jésus-Christ, mettant ainsi fin à cette vieille institution qui avait duré presque 1000 ans, remontant à Platon lui-même. Bien que Damas ait été prudent de ne pas écrire trop sur son aversion pour le christianisme, choisissant toujours un ton assez neutre, il est cependant assez clair qu'il aurait aimé vivre à une époque antérieure de l'Empire romain, où il aurait pu enseigner librement à l'Académie d'Athènes ou à Alexandrie, et où sa philosophie aurait été accueillie à bras ouverts. D'autre part, les écrivains chrétiens avaient, sans surprise, un point de vue opposé. Augustin d'Hippone, par exemple, au lieu de voir le sac de Rome en 410 comme une punition des anciens dieux pour avoir abandonné l'ancienne foi, a loué le christianisme pour la nature inhabituellement bénigne du sac. En effet, le sac était, selon les normes anciennes, inhabituellement bénin, grâce au fait que les Wisigoths étaient à cette époque déjà eux-mêmes chrétiens, et donc enclins à épargner leurs compatriotes chrétiens romains et à simplement piller la ville pendant 3 jours. Selon Augustin, les précédents désastres de Rome sous les empereurs païens étaient bien pires que le sac de Rome, comme par exemple le grand incendie de Néron en 64 après Jésus-Christ ou les grandes pestes d'Antonin et de Cyprien. D'autres écrivains chrétiens étaient d'accord pour dire qu'ils vivaient en fait dans des temps assez bons, comparés aux anciens temps brutaux, lorsque les chrétiens étaient parfois persécutés, et lorsque la pratique brutale des jeux de gladiateurs était encore autorisée. Cette ancienne coutume sanglante avait été interdite par l'empereur romain d'Occident Honorius en 399, et à nouveau en 404, et encore par Valentinien le III en 438, montrant qu'il a fallu pas mal d'interdictions pour mettre fin à cette vieille et brutale tradition. Eusèbe de Césarée, par exemple, un chroniqueur et théologien qui a écrit un panégyrique sur la vie de l'empereur Constantin, avait également des vues sur le passé romain. Il voyait le règne de Constantin comme un tournant positif majeur pour l'Empire romain, où l'Empire romain a été reforgé en quelque chose de nouveau et de meilleur qu'il ne l'avait été auparavant. Inutile de dire qu'il voyait les premiers Romains comme étant sous l'influence de faux dieux, et donc le christianisme comme le salut des Romains. Lactance, un autre écrivain chrétien qui était actif à la fin des années 200 et au début des années 300, était non seulement un ami personnel de Constantin, mais il était aussi le précepteur du fils de Constantin, Crispus. Il était un apologiste chrétien qui défendait la foi chrétienne contre les attaques des païens, et naturellement, bien sûr, il voyait aussi le christianisme comme le salut de l'Empire romain. Il est donc intéressant de voir, et cela a tout à fait du sens, qu'il y avait une très nette division entre la façon dont les Romains chrétiens tardifs voyaient les premiers Romains, et comment les Romains païens tardifs voyaient les premiers Romains. Les païens avaient généralement une vision favorable des premiers Romains, et les chrétiens avaient généralement une vision plus défavorable des premiers Romains. Et ils avaient une vision beaucoup plus favorable des temps contemporains. Bien sûr, cela ne peut pas être entièrement généralisé. Il y avait certainement aussi des chrétiens qui regardaient avec nostalgie les temps anciens, mais c'est au moins généralement ce que nous trouvons dans les sources. Et probablement que cela se reflétait dans une certaine mesure chez les gens ordinaires. Comme la plupart des empereurs eux-mêmes étaient chrétiens à partir du IVe siècle, il n'est pas surprenant que certains d'entre eux aient également eu une vision négative du passé païen.
Constantius II, déjà un fils de Constantin, a promulgué des lois anti-païennes, et ces lois sont devenues de plus en plus draconiennes et sévères avec le temps. Beaucoup de ces empereurs avaient donc probablement aussi une vision défavorable du passé païen romain, pas nécessairement des premiers Romains eux-mêmes, mais ils considéraient qu'il était nécessaire d'éradiquer l'ancien passé païen, si nécessaire, par la force. Mais de nombreux empereurs ne nous ont laissé aucun écrit. Et nous ne pouvons donc que spéculer sur leur vision du monde à travers les lois qu'ils ont promulguées. Par exemple, Majorian avait très probablement une vision beaucoup plus positive du vieux passé romain, malgré le fait qu'il était officiellement un empereur chrétien. Car dans l'une de ses lois, il voulait protéger les anciens bâtiments de Rome, infligeant de sévères punitions à quiconque était pris en train de détruire un ancien temple. De cela, nous pouvons déduire qu'il devait probablement avoir une vision très positive du passé, quelque chose qui devait être protégé comme une sorte de trésor national. D'autres, par exemple comme Marcellinus de Dalmatie, sont allés encore plus loin, se déclarant ouvertement païens, même à la fin des années 400 étant des traditionalistes purs et durs. Et donc, à travers leurs actions, ils voulaient devenir les nouveaux Césars ou Augustes de leur époque. D'autres, encore une fois, comme l'empereur Théodose, voyaient probablement le passé comme quelque chose qui devait être guéri par le christianisme, si nécessaire, par la force. Et donc malheureusement, il n'y a pas de réponse généralisée à la façon dont les Romains de la fin voyaient le début des Romains. Cela variait grandement en fonction de la vision du monde de chaque personne. Certains regardaient avec nostalgie les bons vieux temps, et d'autres étaient heureux que ces jours soient maintenant révolus, pensant vivre à une époque bien meilleure. Nous pouvons donc voir que cela n'est pas si différent de notre époque, où les opinions diffèrent également assez fortement. Veuillez aimer et vous abonner afin de ne manquer aucune future vidéo sur l'époque fascinante de la fin de l'Empire romain. Et j'aimerais remercier notre nouveau supporter César, Rufus de Léon. Merci beaucoup, Rufus de Léon ou Rufus de Léon, pour votre soutien si généreux envers Majorianus. Et bien sûr, j'aimerais remercier tous ceux qui soutiennent Majorianus, sous quelque forme que ce soit via Patreon, via une adhésion à YouTube, ou via un don PayPal. Merci beaucoup de soutenir Majorianus, afin que je puisse maintenir cette chaîne sur l'histoire romaine tardive. Et si vous voulez en savoir plus sur la mort lente du paganisme dans l'Empire romain, vous pouvez regarder cette vidéo dans le coin supérieur droit, mais si vous voulez en savoir plus sur les aspects positifs de la christianisation de l'Empire romain, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine, gratias tibiago et benevalete.